qui va représenter la France à l'Eurovision 2022 à Turin? Alvan et Aez, 120 points. À aucun moment on s'y attendait, on a créé cette chanson-là ensemble en se disant « Allez, pourquoi pas, on tente » et on est là aujourd'hui et on va à Turin et on va représenter notre région, on va représenter la France et c'est juste incroyable. Merci à tout le monde parce que vraiment, je pense qu'on réalise pas du tout, on est complètement à l'ouest, mais wow. Je prends la parole, mais non, je sais pas quoi rajouter. Merci beaucoup, Merci. tout le monde. L'originalité de la chanson aussi, c'est vrai que c'est un mélange de toutes nos influences musicales à tous. Ouais. Alexis qui a composé la musique, Marine qui a écrit des paroles absolument incroyables. Et voilà, on est prêt, on va représenter la France, représenter la Bretagne, représenter nos racines. Et on va le partager parce que c'est ça, je pense qu'on est là pour l'amour de la musique. Pour nous de chanter dans cette langue à l'Eurovision, je réalise pas du tout. C'est une langue dont on a eu très longtemps honte. Et là maintenant c'est une véritable fierté de pouvoir la porter aussi loin jusqu'à Turin, c'est complètement incroyable et on est vraiment très très fiers de ça. Je vais commencer par dire que moi je suis complètement... j'ai mes racines évidemment, mon arrière-grand-mère parlait breton mais je ne parle pas un pet de breton quoi. J'ai appris la chanson en phonétique au début et après j'ai appris le sens. Mais c'est vrai que c'est les filles qui m'ont apporté ce côté culturel qui a donné du sens à Fulem quoi. Il y a les paroles de Marine. Moi je me souviens juste de voir l'Eurovision à la télé, me souvenir que c'était toujours trop long et que j'avais pas le droit de rester jusqu'à la fin, que mes parents voulaient que j'aille me coucher plus tôt, mais que c'était des scénographies incroyables, un show énorme et que ça me mettait plein d'étoiles dans les yeux. C'est vrai qu'on a toujours eu toutes les trois l'habitude de parler en breton entre nous. On a été scolarisés dans les mêmes écoles, les écoles d'Iwan, qu'on remercie d'ailleurs énormément, parce que c'est là aussi qu'on a appris à parler en breton, on a passé toute notre scolarité en breton, on s'est rencontrés là-bas, on a appris à chanter là-bas aussi. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de terriblement fort et voilà, ça fait beaucoup d'émotions aussi. Donc on continue beaucoup à parler en breton, on parle en breton, on a envie que cette langue vive. Et c'est une victoire tellement énorme d'être là aujourd'hui, ce soir, avec cette chanson-là en breton. C'est magique, donc vraiment merci à tout le monde. Merci à toi Alexis d'avoir plongé avec nous là-dedans, de nous avoir fait plonger là-dedans et d'avoir composé cette musique. Mais on est très fiers. Et bébé d'arbre, bete contraire, bébé d'arbre et son c'est un peu le défi qu'on souhaitait relever aussi en envoyant cette chanson très innocemment au casting, en se disant bah voilà, nous aussi on a envie de représenter cette chanson-là, de montrer qu'en breton on n'est pas obligé que ça peut être aussi des sons très modernes, qu'on peut le mélanger avec tous les styles de musique, que c'est une langue qui a sa place dans la musique, dans des concours comme ça, à la télévision, partout, puisque c'est une langue à part entière, c'est une très belle langue et c'est la nôtre, donc voilà. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to... Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Voilà, on vient d'entendre Alvan et Aez qui remportent la sélection Eurovision France. Salut Quentin, salut Vincent. Salut Thomas. Quelle soirée, mais quelle soirée. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette victoire d'Alvan et Aez? Perso, c'était mes chouchous, je l'ai dit depuis le départ, je suis euphorique. C'est une super victoire pour moi. Alors ouais, je trouve ça pas mal. C'est une sorte de choum
choum, de chansons Pas mal, tu ukrainiennes trouves de ça pas mal? Pas mal. Disons que ça ne m'emballe pas. J'ai passé un bon moment en les découvrant avec leur mise en scène. Je te trouve rude. Bah, non, mais on y reviendra un petit peu plus tard, mais je trouve que cette sélection au global était décevante au sens général du terme. Et donc, ils me déplaisent pas du tout. Hein, vraiment, je trouve ça sympathique et tout. C'est original. Ça, pour le coup, ça sort des codes Eurovision. Mais en fait, c'est devenu un code Eurovision. Justement, comme l'Ukrainienne l'année dernière, ça ressemble un peu à cette musique un peu what the fuck où on comprend rien. Et ça peut marquer les esprits, ça peut fonctionner. Alors Vincent, je sais que toi, c'était pas tes chéris non plus, mais du coup, t'es content ou pas de cette victoire? Voilà, content, j'en sais rien, hein, c'est un bien grand mot. Mais comment dire, j'admire, je salue la proposition audacieuse de présenter une chanson qui, même pour les Français, ne comprennent pas ce qui se raconte. D'ailleurs, si on va voir un peu la traduction de tout ça, on est vraiment... c'est les Dames du Lac. Hein. On a Morgane Guenièvre et Viviane avec Merlin. Merlin et son petit sont dans la forêt, et son petit tambour. Et voilà, et je danse avec le diable. Et alors ok. Une étincelle sort des fleurs. Oui, mais Fulen veut dire étincelle. Donc et fille. Et jeune fille. Et oui, alors... On peut s'imaginer que... mais j'ai l'impression que c'était un peu le cas de pas mal de candidats, et d'ailleurs, je n'ai pas compris, mais je reviendrai là-dessus aussi, qu'on était un peu dans la revendication féministe, tu vois, vraiment sur voilà, je danse avec le diable, et alors, voilà, je suis une femme libre, je suis une sorcière, etc. Bon, pourquoi pas? En effet, pourquoi pas? La proposition, ensuite, scéniquement parlant, c'était très léché. Il y avait un décor, il y avait des flammes, il y avait... voilà, c'est ça. Je me souviens quand on avait fait la conférence de presse, on était hyper déçus de leur prestation. En plus, ils avaient un mauvais retour de son, donc du coup, ça chantait pas nécessairement dans les temps. C'était pas super juste. Ils étaient attendus. C'était pénible, hein. Ils étaient attendus sur leur prestation scénique. Moi, je me souvien leur avoir posé clairement la question. Et au final, franchement, c'est eux qui avaient une des plus belles mises en scène de la soirée. Oui, avec des cadrages, la caméra un peu folle, mais oui, c'était voulu, avec un montage extrêmement saccadé. Mais ça marche bien, justement, un peu comme l'Ukrainienne. C'est vraiment un truc on ouvre les yeux, quoi. Alors, caméra un peu folle, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Moi, je trouve que quand même, les images se sont un peu perdues dans le coin, dans certains coins des studios, souvent pendant cette émission. Mais globalement, moi je trouve qu'il mérite complètement cette première place et je pense que, moi je les vois bien se placer dans l'Eurovision. Alors prochaine. moi pas du tout, encore une fois, parce qu'au vu de la sélection donc des 12 chansons qui étaient proposées, en effet, au sortir de la conférence de presse, on avait eu ce sentiment-là. On n'a pas eu de chansons où il y avait un truc de genre waouh, vraiment ok, d'accord. Là, en plus, on va vraiment scorer au niveau européen. Ça va vraiment. Alors, ça peut être une proposition originale, ça peut être déroutant, ça peut interloquer, poser des questions, mais c'est pas top 10. Moi, je pense qu'au contraire, on va marquer les esprits, parce qu'on va pas arriver avec un ersatz de Barbara Pravi. C'eût été trop simple, je pense, tu vois, d'arriver avec la proposition. Thomas, c'eût été. Ah oui. Alors après, le problème, c'est, n'oublions pas ça, c'est que pour bien scorer, faut scorer aux deux parties du vote, le public et le jury. Autant je pense que le public pourrait aimer, je dis bien pourrait aimer, style l'Ukrainienne. Le jury, en revanche, et l'Ukrainienne s'est fait détruire par le jury. Donc, en fait, la victoire, déjà, on l'oublie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les jurys ne vont voter pour ça dans le top 10. C'est une malheureusement... Rappelle-moi qu'ils avaient mis en tête l'année dernière. Ils avaient mis la Suisse. La Suisse en tête. Tears avec tout l'univers. Et Barbara Parvi en deuxième. Donc... Il y a des critères de qualité. Le jury est quand même du coup assez classique. Bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'une chanson comme ça. Oui, mais Maneskin va peut-être leur faire changer d'avis, tu vois, sur leur façon de voir le programme. Mais ils ont fini 5e, je crois, du jury. Donc, c'est moi, pas mal, 5e. Moi, je suis persuadé que Alvan, en tout cas, et Aez ont toutes leurs chances. Et on verra. On sera l'occasion du coup d'en rediscuter. En tout cas, moi, je leur dis un grand bravo. Mais on leur dit un grand bravo. Et on espère qu'on les aura dans 12 points. Évidemment, pour recueillir leurs témoignages. Bravo encore. Alors, la soirée maintenant, parlons un peu de cette soirée Eurovision France, c'est vous qui décidez, qui débarque du coup le 5 mars, quand historiquement ça a toujours été en janvier. Le suspense a été tel que... Insoutenable. Oui, alors... Trop long. Alexandra Redamiel le justifie par l'Eurovision Junior, qui leur a demandé beaucoup d'investissement, ce que je peux comprendre complètement en termes de programmation. Et du coup, ils avaient besoin sans doute de faire une pause sur les sujets de l'Eurovision, d'où les délais. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé du coup avec un programme, j'ai eu l'impression, sorti à la va-vite.
après une sélection qui nous a été dévoilée 15 jours seulement avant la diffusion de l'émission de validation. Moi, j'ai été complètement emballé par l'ambiance qu'il y avait. J'attendais beaucoup des stagings. Je trouve qu'elle a su mettre en valeur beaucoup de prestations sur lesquelles j'avais énormément de doutes. Mais quand même, on était parti de très très loin. Souvenez-vous, quand on est sorti de la conférence de presse, on n'avait pas d'avis quand même très positif. Après, il est vrai qu'au sortir de la conférence de presse, on a vu des prestations nues, c'est-à-dire sans décor. Parce que tout était à créer, tout était à faire. Donc en fait, on ne pouvait que être surpris hier soir en découvrant en fait les mises en scène des chansons. Et alors on a eu des très 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 bonnes surprises, autant des fois, c'était lamentable, vraiment. Ouais, je rejoins vraiment Vincent, et comme je le disais un petit peu en avant-propos, je trouve que même les mises en scène, c'était pas grandiose. Enfin, je sais pas, alors, pas grandiose, le terme est un peu galvaudé, mais ça m'a pas emballé. Vraiment, le show dans son ensemble, on y reviendra un petit peu plus tard sur certains éléments, mais ça m'a pas emballé. C'était trop long, ça manquait de rythme, c'était mal filmé. La qualité intrinsèque des chansons était, je trouve, un peu décevante. Toi, t'as pas été transformé suite à tes découvertes des chansons depuis la conférence de presse. Pas du tout. Vraiment, je trouve que c'est dans la droite ligne. Alors oui, il y a le côté surprise, on se dit, tiens, et justement, notamment les Bretons, il y avait une proposition de scénographie, il y avait un truc. Mais voilà, ça dépasse à peine la tête de l'eau. C'est marrant parce que moi, tu vois, autant quand je suis sorti de la conférence de presse, je suis sorti en me disant non, il n'y a rien qui me plaît. Et puis j'ai écouté les chansons en boucle en attendant l'émission d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai appris à les apprécier. Et ouais, mais ça ne marche pas à l'Eurovision. À l'Eurovision, ça doit marcher en instantané. S'il faut écouter 20 fois la chanson pour l'aimer, c'est que ça ne marchera pas. Il faut qu'à la première écoute, on se dise « Oh, j'adore, j'ai envie de l'écouter en boucle ». Il faut se mettre dans la peau du public lambda qui va allumer sa télé le soir de l'Eurovision pour découvrir une chanson sur l'instant en disant « Ah, c'est ça que j'ai envie d'écouter toute la vie ». Ouais. Il faut que ça soit vraiment de l'instantané et qu'on se dise « Ah ouais, non, j'aime vraiment ». Et tu vas voter pour ça 30 minutes après au vote. Si au bout de 10 écoutes, tu te dis « Ah, mais en fait, la mélodie est jolie », non, ça marche pas. Alors avant de continuer sur la description de l'émission, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet qui nous intéresse aussi tous, malgré nous en ce moment, qui est celui du conflit russo-ukrainien et du coup de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. On l'évoque dans notre précédent épisode sur la géopolitique autour de l'Eurovision et les impacts que ça a dans le programme notamment. Mais voilà, j'aimerais qu'on refasse rapidement un petit point sur l'hommage qui a été rendu pour l'Ukraine à travers le programme. On est allé l'après-midi, nous, avec Vincent, à la manifestation de Paris qui était très émouvante. Et je profite de la chance que j'ai d'être derrière un micro et d'avoir une audience derrière pour ne que vous engager à aller lors de ces manifestations, à faire tout ce qui peut être nécessaire d'être fait pour soutenir l'Ukraine de notre côté. Et du coup, on a introduit l'émission avec les drapeaux ukrainiens. C'est très émouvant. Il y a une entrée des artistes qui se fait de manière très sobre. Je ne sais pas si on leur donne, mais en tout cas, c'est flagrant à l'image. Ils ne viennent pas tous sourire comme si c'était la fête, sauf Hélène in Paris, qui n'a pas l'air d'avoir récupéré l'email. Elle n'a pas eu le mémo. C'est dans ses spams. Mais voilà, j'ai trouvé ça très humble, très beau. Et puis, Jamala qui intervient aussi dans l'émission France. Alors, quel dommage quand même, parce qu'on a pu suivre aussi les autres sélections des pays qui se sont déroulées un peu cette semaine. Ce week-end, oui, tout à fait. Donc, vendredi, un jour avant nous, c'était l'Allemagne, et en même temps que nous, c'était la Roumanie. Ils ont payé un billet d'avion à Jamala pour qu'elle vienne chanter 1944 sur leur plateau. Que faisait la France ? C'est ça. Alors sa prestation était extraordinaire, franchement, on peut que vous engager à aller la regarder sur YouTube, Jamala 1944, Germany 12 points, vous la trouverez en 30 secondes, c'est vrai, c'était hyper émouvant, néanmoins c'est difficile de rebondir après une telle prestation, je pense que peut-être France Télé s'est dit, oulala, si je viens la faire interpréter 1944, ça va être difficile pour moi d'arriver à rattraper derrière un peu l'ambiance de mon programme, non ? Je pense qu'ils n'ont pas en fait envisagé de l'inviter, tout simplement. Et quand ils se sont rendus compte que l'Allemagne l'invitait, que la Roumanie l'invitait, que d'autres pays avaient voulu la faire venir, parce que c'est extrêmement marquant, on y revient, Vincent en parle dans son billet hurleuse sur cette chanson, la signification de cette chanson quand l'Ukraine gagne face à la Russie qui termine deuxième. Il y a un propos, et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, France Télé n'a pas compris le sujet. Peut-être qu'ils la connaissent pas. Mais alors aussi, justement, ça pose problème. Ça montre bien qu'à France Télévisions, a priori,
ils ne comprennent pas l'enjeu global que peut représenter une telle gagnante à l'Eurovision ukrainienne qui chante une chanson sur l'extermination des Tatars de Crimée. Alors, elle n'est peut-être pas venue chanter 1944 sur notre plateau, néanmoins... Elle a laissé un message très émouvant. Elle a laissé un message très émouvant et tous les candidats en fait, de la sélection française se sont retrouvés autour de la chanson Imagine de John Lennon sur le plateau, qui était quelque part aussi tout autant porteuse de messages et moi j'ai trouvé cet instant assez beau, assez significatif de ce qu'a été cette troupe. Enfin, j'appelle ça une troupe, mais en tout cas on a ressenti vraiment un esprit de troupe, t'as raison. Ouais, voilà, dans toute la progression, dans tous les témoignages qu'on a des différents candidats, qu'ils ont toujours été très ensemble, ils ont vécu cette aventure tous ensemble. Tu m'étonnes, il y a 15 jours avant ils se connaissaient pas, ils sont tous balancés là-dedans, allez hop on y va, t'as intérêt à tirer les coudes. Et au pas de course, parce c'est ça, c'est une Starac en 15 jours. Bienvenue à la Starac, le gagnant. 3, 2, 1, go. Jennifer. Ah non, pardon. Non, voilà. En tout cas, l'hommage pour l'Ukraine, moi, je l'ai trouvé très beau. Je vous rappelle qu'il y a un appel aux dons sur France Télé qui est fait. Vous pouvez toujours envoyer vos dons au 92 200. Voilà, en soutien à l'Ukraine. Et d'ailleurs, on a pu également noter la petite coquetterie de Laurence Boccolini qui avait les ongles bleus et jaunes en soutien à l'Ukraine. Donc bravo à elle. Alors, Alvan et Aez remportent cette victoire, mais je voudrais qu'on revienne sur nos top 3. Parce que pour moi, ils étaient déjà en pole position sur mes choix. Mais pour vous, alors, Quentin, c'était quoi ton top 3 du coup de cette sélection ? Mon top 3, donc en première position, c'était Pauline Shine avec La Nuit Pauline. Pauline Shine, La Nuit Pauline. Ouais. En deuxième, c'était les Bretons. C'était Alvan et Alvaniez. Quand même. Ouais. Et en troisième, c'était Soa. Seule, la terre est ronde, bidule. Et Vincent, toi ? Moi, je suis profondément... Et en fait, c'est ce que j'avais senti déjà à la conférence de presse et ça a été confirmé hier soir. Je trouve qu'il y avait une proposition très forte de sa part. Vraiment, on a été embarqué avec elle dans cette rêverie, dans ce truc de star à la Diane Dufresne de Starmania, à la folie de Jeanne Masse, un côté Indochine, un côté vintage, mais vraiment, en plus, hyper léché dans l'attitude. On va en écouter un extrait. S'il vous plaît. Cet air est très entêtant et non, puis en oui, plus c'est vrai. Visuellement c'est sa harpe qu'elle utilise quand même qui est unique en son genre marque les esprits. La mise en scène, la revision, il faut un truc qui marque. La mise en scène était vraiment très léchée, des bons mouvements de caméra, les jeux de lumière avec ce visage dans le clair-obscur. Et on sent, et vraiment, dans son discours, déjà, c'est une femme qui parle très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce qu'elle raconte. Et surtout, c'est une bosseuse. Et ça se voit, en fait, ça se voit. Bon, hier soir... parce qu'il faut aussi dire les points un peu faibles. La voix était un peu faible hier soir. Je pense Pauline. que le stress est quand même et je pense que fort. le stress a dû jouer sa part là-dedans. Mais sinon, pour moi, elle méritait totalement de gagner. Et c'était mon top 1, vraiment mon top 1. Et ton deuxième et troisième position ? Alors, deuxième, moi j'ai beaucoup aimé la proposition de Marius avec les chansons d'amour. Ah oui ? Oui. Parce que déjà j'aime la chanson. J'aime beaucoup la chanson, j'aime ce qu'elle raconte. Alors écoutons un peu Marius. Je n'aimais pas les chansons d'amour, les chansons d'amour. Elles chantent toutes la même chose, sans prévenir Van et Rose. Elles parlent toutes de toi et moi, et de cet amour qui s'en va. C'est très émouvant. Non, mais tu vois, hier soir, André Manoukian parlait d'érection capillaire, et je fonctionne également à ça. Et les gens qui me connaissent savent que, en termes de poils, je me défends. Mais c'est-à-dire que, voilà, pour moi, c'est vrai que quand il y a une émotion comme ça qui est racontée, parce que n'oublions pas qu'en fait, quand on va envoyer une chanson en français, c'est le cas de Barbara Pravi, la moitié ou les 3/4 de l'Europe ne vont pas comprendre ce qu'on va chanter. Et d'avoir déjà une mise en scène hyper délicate, je sais Quentin que tu vas me dire que c'était du copier-coller de Barbara Pravi, mais je ne trouve pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, avec une vraie proposition léchée comme ça et tout, moi franchement, ça m'a foutu les poils. Après,
encore une fois, parce que il faut pointer aussi ce qui va pas. Ça manquait en fait de simplicité dans le jeu et dans l'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un moment donné où à plein de moments, je me suis dit c'est trop, c'est surjeu, c'est à la limite du coup, on bascule dans le côté qui est pas sincère du tout. Et c'est dommage parce que je trouvais qu'en fait, ça aurait gagné à être un peu plus simple. Voilà, au niveau de l'interprétation. Voilà. Moi, j'étais vraiment pas connecté sur chanson à texte sur cette année. J'avais besoin d'un truc vraiment une proposition radicalement différente de Barbara Pravi. Et pour autant, tu vois, j'avais adoré la chanson de Joanne, Madame, par son orchestration, pas l'interprétation. La pauvre, elle était à côté de la plaque pendant le live. Hein. Et au milieu de deux lustres. Elle était coincée entre deux lustres. Oui. Les caméras filmaient la moitié de son visage. Enfin, rien n'allait, quoi. Pour le coup, elle était meilleure à la conférence de presse qu'au live d'Eurovision France en termes de justesse, en termes on va pas se mentir, hier soir, au niveau de la justesse, j'ai eu envie de me défenestrer un bon nombre de fois. Quand même, voilà. Mais voilà, moi, Marius, c'est pas du tout conquis. Et puis en plus, chanson d'amour, même si c'est très joli, ça fonctionne, il y a une montée en puissance, voilà. Jennifer lui a donné les 12 points parce qu'elle a eu cette érection capillaire dont parlait aussi André. Je comprends que tu puisses ressentir ça parce que la mise en scène fait que t'es dans un noir, c'est orienté lui, Morticia Adam sur les yeux. Un croque-mort. mais non, je veux dire que moi, même si c'est très émouvant et que dans un autre contexte, tu vois, c'est une chanson sur laquelle je pourrais pleurer des heures durant, j'avais pas envie de ça. Quentin, toi tu disais Soa, et moi aussi c'était mon troisième choix, Soa. Alors je vous propose qu'on écoute rapidement et qu'on en parle un peu. Si tu sais du monde, t'inquiète pas, la terre est ronde. Si t'es mal écrit tout sur une feuille, mais je te dis moi t'inquiète pas, t'es pas seul. Alors, Soa, c'est assez rigolo parce que en fait, c'est un duo qui est très énergique et qui embarque tout de suite. Lors de la conférence de presse, c'est les seuls, quand on est sorti de là, qu'on a ressenti prendre possession de l'espace et vraiment arriver à nous capter par leur gestuelle, par leur incarnation, alors lui, il a 19 ans et elle en a 22 ou 23, je crois. Donc franchement, c'était chapeau bas. Et donc voilà, donc ils embarquent, ils prennent la place sur la scène, il y a une vraie dynamique sur ce groupe-là qui est intéressante. Ouais, je suis assez d'accord, il dégage une forme d'énergie. Je pense que la musique aide énormément à ce qu'il dégage cette forme d'énergie. Parce que le texte... Le couplet, alors les couplets, je trouve, sont insipides au possible. En revanche, le refrain musicalement fonctionne très bien. L'espèce de musique lancinante, ça ressemble beaucoup à du Sia Dusk Till Dawn. Attention. Non, mais attention. Non, mais je veux dire par là, certains rapports musicaux, je trouve que ça y ressemble. Bien sûr, pas au niveau du chant, pas du tout, mais il y a des trucs qui ressemblent. Et par contre, le niveau des paroles, c'est une catastrophe. Hein, vraiment, si tu te sens seul au monde, n'oublie pas que la Terre est ronde. Enfin, je veux dire, quel est le rapport ? Écris-le sur une feuille. Il n'y a plus personne utilise ça écrire à la main. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'était un peu le leitmotiv de cette session, j'ai l'impression, parce que la nuit Pauline au mais non, mais c'est une rêverie. C'est une rêverie. C'est au-delà du compréhensible, Pauline. S'il faut un doctorat en linguistique pour comprendre le sens caché de la chanson. Enfin, si même nous, Français, on a du mal. Attention, mesdames et messieurs, l'arrogance académique a parlé. Ils se sont fait doubler par d'autres, en fait. Ils avaient une bonne énergie, ils avaient une bonne chanson, mais ils se sont trouvés face à meilleur. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas deux top 3, je n'ai qu'un top 2. Parce que comme m'a dit Quentin, Eurovision 1956, où il fallait qu'on choisisse des préférés. Moi, je me suis pas forcé pour Pauline et je me suis pas forcé pour Marius. Le reste, j'aurais dû me forcer et j'avais pas envie, donc j'ai un top 2 et pas un top 3. Donc même pas Alvan. Ouais, en fait, j'insiste, tu sais, j'ai envie de. T'as vraiment envie de me convertir. Oui. Mais écoute, je vais les porter jusqu'à Turin. De toute façon, je suis obligé. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas touché par la proposition. On parlait du coup de la façon dont le programme transformait les chansons, notamment au niveau de la scénographie. Moi, une vraie claque que je me suis prise, parce que pour autant, je déteste la chanson, c'est Cyprien. Cyprien, en fait, la mise en scène qui a été faite, non mais je vous assure, les garçons, dans la salle, c'était extraordinaire.
En fait, Alors c'est peut-être la chanson et le chanteur. Il s'est passé quelque chose. Il chante très très bien. Il C'est s'est un passé CD. quelque chose. Non, mais tu vois, Elia arrive avec son discours présidentiel. J'ai toujours rêvé d'être une pop star, machin bidule, avec un discours très arrogant. Très arrogant. Elle arrive sur scène, elle a une chanson effectivement qui marche dans son genre, mais en termes de pop star, excusez-moi, mais elle ne sait pas danser. Elle n'a pas Il dansé. n'y avait pas de charisme. Elle était très gauche, alors qu'on attend d'une pop star aujourd'hui qu'elle chante, qu'elle danse, à défaut de composer, tu vois, mais au moins savoir chanter et danser. Et Cyprien, là, on l'aurait pas du tout attendu sur la danse. Alors attention, c'était pas du quick step non plus, mais en tout cas, son corps bougeait très très bien, il enchaînait les pas, enfin il y avait une vraie mise en scène, un vrai jeu de scène, tu vois, c'était pas juste un bras en l'air, un bras à droite, comme Julia par exemple, qui était très limitée alors qu'elle aurait pu faire quelque chose de plus assumé, Vanessa Paradis. Moi, Cyprien, ça a été une vraie claque et je lui dis bravo parce qu'il est remonté de moins 6 places dans mon classement. Je suis d'accord, c'était à l'écoute, nous, on l'a vu depuis le canapé, c'était plaisant à regarder, vraiment c'était un bon moment, mais on en revient, enfin moi j'en reviens toujours à ça, j'ai pas eu de coup de cœur particulier, et je trouve pas que la mise en scène, ils sortent au début d'une espèce de piédestal avec coupe, de la fumée, oui, c'est une sorte de grosse coupe où on voit pas très bien ce que c'est. Son costume de spationaute, on aurait dit un California Maki, oui, Bibendum. Ouais, mais ça, franchement, ça lui donnait beaucoup plus de style que lors de la conférence de presse où il est arrivé en chemise, lunettes, enfin tu vois. Ouais, mais je trouve pas que ça ramène pas un supplément d'âme, je trouve. Ben, je ne suis pas d'accord. Ok. Au niveau des autres artistes marquants, en tout cas qui ne laissaient pas indifférents, parlons un peu de Johanna. Navigateur évidemment, qui est en fait déjà une artiste qui existe sur la scène de la chanson française. Alors pas dans les registres que moi j'écoute, je ne la connaissais pas. J'ai appris à la découvrir grâce à l'Eurovision. Et j'apprends en fait que justement elle a participé à cette émission pour profiter de la mise en lumière que lui proposait le programme. Et selon les indiscrétions, dans les coulisses de l'Eurovision, Johanna, en fait, Navigateur n'est pas du tout une chanson qui correspond à son style. Et on lui aurait demandé de faire une chanson beaucoup plus mainstream. Ah, ok. Un peu pop. Ouais. Ah ouais, mais du coup, elle fait quoi comme style ? C'est plutôt, tu vois, du trip-hop, un peu urbain, mais en tout cas avec des sonorités très fortes, mais des rythmes beaucoup plus lancinants. Là, vraiment, c'est du mainstream. Et du coup, tu vois que moi, je me suis dit, tiens, cette nana, elle incarne pas ce qu'elle chante. Et ben, ça se justifie parce qu'on lui a demandé de un peu décaler son style pour rentrer dans une case un peu plus mainstream. Et je pense que ça la faisait chier, peut-être, clairement. Ah, oui. Ah bah, elle vient pas alors. Oui. Et puis on en revient à ça, c'est que pour moi il y a un vrai problème, c'est si tu dis qu'elle utilisait cette émission pour l'exposition, donc ça veut dire qu'elle ne joue pas le jeu de l'Eurovision. Oh Quentin, évidemment, enfin je veux dire n'importe quel candidat, il va pour l'exposition, quoi qu'il en soit. Il va pour l'amour de l'Europe. En France, c'est ce que tu voudrais dans ton cœur, mon petit chat. Je voudrais qu'en France, ça soit le cas. Dans d'autres pays, en Suède ou d'autres pays, les candidats, ils vont aussi parce qu'il y a le game au bout. Alors bien sûr, ils en profitent et ça les fait connaître. Mais ils y vont pour défendre le pays. Le but de gagner l'Eurovision, oui, bien sûr. Mais ensuite, c'est de continuer sa carrière, de continuer à travailler et à proposer des musiques que les gens vont acheter ensuite. Ouais, mais important. Du coup, tu vois, je trouve que ça pose problème dans les artistes qu'on sélectionne ou que la France sélectionne, c'est que je suis persuadé qu'il y a des artistes qui eux voudraient vraiment aller à l'Eurovision, qui sont intimement convaincus qu'ils veulent y aller. Et Bilal, on a beau dire ce qu'on pense de ah oui, mais il était chanson, passionné par le programme. Voilà, ça me faisait plaisir parce qu'on avait un candidat français qui était venu, qui avait composé sa chanson pour l'Eurovision, en pensant à l'Eurovision. Ouais, donc il y avait un truc où, ok, il a compris le jeu et il y va. Ouais, parce que tu vois, Laura, c'est vrai qu'on a moins senti dans cette sélection des candidats impliqués dans ce que représente le programme, à part peut-être Pauline Chane. Oui, je pense que Pauline jouait le jeu. Mais Pauline, vraiment, si tu nous écoutes, sache qu'on t'aime beaucoup à 12 points et tu viens quand tu veux. Alors parmi les autres candidates qui ont marqué un peu les esprits, je voudrais qu'on vienne sur le cas d'Hélène in Paris. Pourquoi ? Voilà pourquoi, parce qu'en fait justement... Non. Pourquoi ? Parce que c'est bien ça. Pourquoi ? En fait, il y a 3000 candidatures. Pourquoi sur les 12, on nous fout Hélène in Paris dans les pattes ? Moi, je comprends. Je comprends la démarche de France Télévisions par là. En revanche, c'est-à-dire que la pauvre, en fait, la pauvre femme, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a parlé que de son âge.
mais tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'autres sujets de conversation à part son âge. Mais parce qu'elle-même, elle le mettait en avant comme un argument pour vendre sa prestation. J'imagine que cette femme a autre chose à dire, tu vois, quelque part. Mais c'est vrai que son discours de 90 secondes, elle met que ça en avant. Elle dit, c'est pour dire à toutes les femmes d'un certain âge qu'on peut se réinventer, que quand on a des rêves, on peut se lancer. Et ça c'est admirable, je trouve. Non, mais du coup, il faut pas mettre ça en avant. Mais elle a rien d'autre à défendre parce qu'en fait, elle n'a rien à perdre. Puis Cette nana, elle est de la haute bourgeoisie parisienne. Elle vient pour s'amuser, en fait. Du coup, elle a aucun enjeu. Elle y met pas forcément le talent nécessaire. Enfin, moi, en fait, ce qui me dérange. Non, mais c'est scandaleux. Moi, ce qui me dérange, en fait, avec cette participation. Qui, à la fois, tu vois, dans la proposition musicale, si ça avait été fait par quelqu'un d'autre, le côté cabaret et tout machin, ça peut marcher. Ah oui, tu vois, je suis complètement d'accord. Escalier, mettez-nous un escalier. Lynn Renaud, Zizi Jeanmaire. Voilà, Lido, Moulin Rouge, assumé. Enfin, vraiment un truc. Lady Marmelade, très français, très franchouillard. C'est sûr, ça peut cartonner à l'Eurovision. Mais nous sortir comme ça... Non, ça va pas du tout. Tu vois, sous couvert, il faut qu'on ait des vieux pour montrer la diversité, le machin, le bidule. Avec, excusez-moi du peu, mais Hélène Paris, elle est membre des Grosses Têtes. Elle a fait toutes les émissions de Ruquier pour promouvoir sa chanson. Enfin, je peux pas croire que ce soit pas une protégée, tu vois, soit de Ruquier à minima de France Télé. Et moi, ça me dérange profondément. Comment on peut nous dire qu'on a reçu 3000 candidatures et que sur les 12 restants... Alors après Thomas, il y a quand même un truc où tu dis oui, machin, Ruquier. Si tu regardes un peu quand même dans les pastilles de présentation de tous les candidats, on a Johan avec Madame qui est dans les petits papiers de Cabrel. On a Hélène Paris du coup qui est chez Ruquier. Julia avec Mylène Farmer. Oui. En fait, et Elia avec Booba. Et donc du coup en fait, et dans tout ce marasme de pistons, vraiment, je pense qu'on peut pas, on peut ne pas avoir peur du mot et de le dire. Il n'y a, encore une fois, je suis désolé, on va dire que je fais du favoritisme, mais il n'y a que Pauline Chane qui vient de nulle part. Alvan et Aez aussi, je suis désolé. Ils ont fait combien? J'en sais rien en fait. Je sais non, pas, mais en fait, je sais si pas tu d'où veux ils viennent. quelque part, en fait, tu sens que les candidats effectivement qui sont arrivés dans le top du classement, c'était des candidats qui avaient un peu d'authenticité à travers ce qu'ils proposaient. C'est-à-dire que et tu sais, et c'est pas comment. C'est déjà arrivé par le passé dans Eurovision, c'est vous qui décidez, où en fait on envoie des gens avec une certaine notoriété. En 2019, il y avait Chimène Badi avec Ça vient de là-haut, Emmanuel Moir avec une chanson, et ils se sont fait coiffer au poteau par Bilal Hassani, qui avait certes une très grosse communauté de fans, mais pour autant, tu vois, en fait, c'est les gens privilégient aussi peut-être comme tu disais, l'authenticité, le truc, je viens de rien. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que Hélène Paris, c'est la candidate, j'insiste, honteuse et scandaleuse de cette sélection. Elle n'a rien à faire là. Et je trouve que quand France Télévisions nous dit qu'ils essayent de redorer l'image de la marque Eurovision, quand on voit Hélène Paris dans la sélection française, non en fait. Enfin, c'est l'inverse. Quentin, tu peux pas nier, quand tu regardes un peu le Melody Festival ou des choses comme ça, il y a des propositions comme ça aussi, avec deux femmes d'un certain âge qui font un couette et pout et machin. Parce qu'en Suède, il y a du schlager suédois et ça fonctionne, il y a un public, ça vend. Ça vend. Après, tu vois, on peut se poser aussi la question, je suis président, je suis responsable de la délégation, j'ai envie de me donner les chances d'avoir des candidats qui me plaisent, je mets forcément des candidats, je sais qu'ils vont aller au casse-pipe. Ça me permet aussi de m'assurer que le candidat ou la candidate qui sera choisi correspond plus au choix qui ira vers l'Eurovision. Ah oui, tu veux dire que dans le nivellement par le bas un peu, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre un fort et que des mauvais. Je pense que ça fait partie de la stratégie oui, pour orienter le choix. Exactement. Après, on peut pas nier une chose dans ce casting, cette proposition de ces 12 chansons, c'est que le casting était très diversifié. C'est vrai. Alors oui, et c'est pour ça que d'ailleurs on a eu énorme... Rien ne sortait du lot, c'est-à-dire rien ne vraiment transcendait un peu la sélection au tout départ. Pauline Chagne. Pour nous Parisiens, oui, moi, peut-être. Alvan et Aez, si finalement. Mais en fait, si tu veux, il y a personne qui faisait consensus. C'est-à-dire chacun y trouvait son compte. Il y a eu de très grands soutiens pour Soa, il y a eu de très grands soutiens pour Johanna. Il y a quand même un consensus, c'est que Alvan et Aez ont gagné jury et public. Ils ont gagné les deux. Donc même si moi ils étaient deuxième dans mon classement, c'est factuel et voilà, il n'y a pas de débat. Ils ont gagné le public, ils ont gagné le jury. Alors sinon, autre histoire un peu... attends, c'est le moment de lancer le jingle. Dans les coulisses de l'Eurovision. Oui, dans les coulisses de l'Eurovision. Je voudrais revenir sur le cas de Julia. Pourquoi Parce que en fait, vu qu'on parlait des choix de la sélection,
Moi, je suis un peu sonné de entendre Julia en interview, aussi pétillante et géniale soit-elle pour son public, défendre le fait qu'on l'ait appelée 2-3 jours avant la sélection, qu'elle a écrit sa chanson avec Alban Niclot, qui est le parolier-compositeur de Enzo, hein, donc qui est dans la machine Eurovision. En fait, je cherche à comprendre la sélection. Voilà, ils ont des cases à remplir. Il leur faut un type artiste machin, un artiste midinette, un artiste gay, un artiste noir, un artiste vieux, machin. Ok, très bien. Ils avaient peut-être pas rempli cette case midinette. Ils trouvaient pas leur papillon de lumière. Mais ça me dérange, tu vois. J'ai encore du mal à me dire. On a reçu 3000 candidatures et bon, finalement, on fait appel à machine, à machin, on crée quelque chose de bric et de broc pour le truc. En fait, la partie casting de cette sélection est très sombre. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire que si la production fait appel à des candidats pour qu'ils écrivent en quelques jours, ça veut bien dire qu'en réalité, ils avaient en tête, ils voulaient déjà quelque chose à la base avant de recevoir les 3000 propositions, et que comme ça ne leur correspondait pas, où il y avait trop de chansons, je sais pas, chansons françaises et compagnie, mais qui pouvaient être bien, mais comme il n'en fallait qu'une, ou deux maximum, hop, on écarte le reste. Alors après, j'allais te dire, c'est l'un des problèmes de la sélection française où il n'y a qu'une seule soirée, il n'y a que 12 chansons. En Suède, où il y a une trentaine de chansons, forcément, il y a une diversité un peu plus importante de style. Après, pour connaître un peu le processus, hein, c'est le principe d'un casting. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on répond à des besoins. Encore une fois, pour une pièce, pour un truc, pour un concert, pour l'homogénéité, on répond à des besoins. Et donc, du coup, France Télé, dans son casting de l'Eurovision, comme tu disais très justement, Quentin, a besoin d'une chanson française comme ça, d'un artiste comme ceci, d'un artiste comme cela. Et en fait, voilà, après... proposition. Ça reste une émission de divertissement. Ça reste tout à fait comme nous qui sommes des journalistes de divertissement et un podcast d'opinion. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc où oui, c'est il vrai, faut pas oublier. raison. Et comme tu disais très justement aussi, Thomas, c'est-à-dire que si la direction de France Télévisions a décidé de plébisciter un candidat aussi, il faut, en nivellement par le bas ou des choses comme ça, en fait, faire oui. Alors, mais dans ce cas, tu vois, l'idée, c'est que plutôt que de dire on fait un casting ouvert, envoyez-nous vos propositions, parce que c'est ce qui a été fait a priori, tout à fait. Assumer, que France Télé assume en disant écoutez, voilà, on a 10 catégories, on a 10 cases, envoyez vos chansons pour rentrer dans cette case particulière. Plutôt que de dire tout le monde a sa chance, envoyez votre chanson, alors qu'en fait, chanson française, il y a dû avoir peut-être 1500 chansons françaises classiques, et donc forcément, le critère de sélection, la sélectivité pour la chanson française classique, style Barbara ou voilà dans ce genre-là, en fait, elle était sursélective. Alors que par contre, t'arrives avec un truc breton complètement what the fuck, où c'est les seuls à faire ce genre de truc, et tu vas avoir ta place quasiment réservée. Et c'est là où je trouve que c'est pas extrêmement juste, et effectivement, c'est un peu une zone grise où j'aimerais bien être une petite souris et être dans le comité de sélection, voir comment ils sélectionnent et comment ils choisissent. Si vous avez entendu France Télévisions, hein, Quentin Mauduit propose ses services pour le comité de sélection. Absolument. Voilà. Accrochez-vous, je vais avoir du choum matin, midi et soir. Inutile de vous dire que j'envoie immédiatement une chanson. Il n'y aura pas de piston, on vous promet. Tu es sélectionné, Vincent, de base. Merci. Alors, ça me met la puce à l'oreille sur un truc que tu m'as dit un jour, c'est que l'Allemagne, ils mettaient des membres OGAE dans la sélection de leurs chansons. Oui, en fait, le critère le mode de sélection de la chanson allemande est très particulier. Avant même que le public puisse voter, comme la soirée qu'il y a eu vendredi soir où Jamal a chanté, ou après le public a voté, le comité de sélection est composé, alors ça dépend des années, parfois c'est un tiers, la moitié, retenons, on va dire, la moitié du comité de sélection est composé de fans de l'Eurovision. Eh bien, si je peux me permettre une réflexion, je vous en prie, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, parce qu'on l'a vu, la sélection allemande, c'était une catastrophe. Alors oui, mais là, je pense que l'Allemagne ne veut pas gagner. On est sûr de ne pas finir dernier. L'Allemagne finira dernière. Non, mais c'était franchement catastrophique. C'était pas très bon. Donc, moi, c'est pas mal ce truc je pense que tu vois, France Télé doit continuer à orienter le truc de sa manière. Il ne faut pas qu'elle subisse des pressions externes, etc. Mais en revanche, il faut peut-être être clair dans la façon de fonctionner sur le casting, parce que non, en fait, c'est pas ça. En fait, non, mais il faudrait... le problème, c'est que quelque part,
ça ne nous regarde pas. Oui, c'est ça. Tu vois, enfin, oui, c'est vrai. Il y a quand même Oui, quelque c'est vrai, chose mais là-dedans t'as entièrement raison, où en fait, la manière dont ils sélectionnent leurs artistes, après ils proposent, ils disent il y a ça, il y a 12 chansons. C'est de l'argent public, on a le droit en tant que citoyen. Ben oui, on paye notre redevance télé, on a le droit de dire en fait, je suis pas content. C'est ça, je suis pas content dans la sélection que vous me proposez. Et pardon, enfin, c'est-à-dire que si France Télé nous dit on a reçu 3000 candidatures, voici les 12 que nous avons choisis. Faites-nous écouter les 3000. Mais non, c'est pas ce que je dis justement, Quentin. C'est-à-dire que ça se trouve, il n'y en a pas eu 3000. Ça se trouve, il y en a eu 2. Et qui sont allés chercher d'autres personnes. Donc mensonge. Mais bien sûr. Oui, pourquoi pas, ça peut être évidemment. Enfin, on va appeler Lise Lucet, elle va faire un envoyé spécial. Certainement. Un cache investigation. Elle n'a que ça à faire. Mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle du jury qui cette année a été présidé par Jennifer, qui passe du coup du service privé au service public pour l'une des premières fois de sa carrière. Pourquoi Thomas ? Pour faire la nique à TF1. Et puis à The Voice. Je sais que ça n'a pas marché. Ah non. On parlera juste des audiences après. Votre avis sur le jury de cette année ? Alors, ils étaient beaucoup trop nombreux, 10, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux en fait. C'est-à-dire qu'à des moments, il y a eu des micro-phrases de 2 jurés par chanson. Pas le temps d'approfondir. Enfin, moi, je trouvais que ça ne marchait pas. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Mention spéciale, à titre personnel, je trouve, pour André Manoukian, qui, le peu de remarques qu'il a pu faire, c'était pertinent. Alors, bien sûr, il fait toujours des phrases un peu cosmiques et philosophiques, mais c'était pertinent. Ces remarques étaient pertinentes. Je trouve qu'il était très bien. Mais parce que je pense qu'il connaît le programme. En fait, il connaît le programme de l'Eurovision, puisqu'il l'a déjà commenté en plus. Plusieurs fois, ouais. Et donc, du coup, il sait de quoi il parle quand il parle juste de... Et comme je disais, c'est-à-dire qu'en fait, les 3/4 des gens ne vont pas comprendre ce qu'on va chanter si c'est pas en anglais. Et donc, quelque part, il faut que ça se passe par un autre biais, par la musique, par la mise en scène, par tout ça. Et ses remarques étaient très justes, en effet. Ouais, soit les émotions, parce que lui, lui disait que c'était la manière dont lui il réagissait, c'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il aime une chanson, je crois que c'était Laurence Boccolini qui érection capillaire, oui, tout à fait. Voilà. Et c'était très bien, je trouve que pour lui, c'est ça qui fonctionne. Pour d'autres candidatures, enfin pour d'autres jurys, c'est l'effet waouh, comme ont pu faire les Bretons. Mais il faut qu'il y ait une réaction. Et par contre, les commentaires généraux, c'était pas très intéressant. En parlant de réaction un peu épidermique, parlons de Iseut qui a fait une sortie qui a pas mal divisé dans les twittosphères, sur les réseaux sociaux et en live. Voilà. C'était gênant. Il faut dire que sa réaction à Iseut, justifiée ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que c'était un peu violent. En vrai, envers cette pauvre Nicoletta qui n'avait pas fini de parler, d'ailleurs qui n'a cessé de le crier en disant genre mais j'ai pas fini, etc. Et du coup, il y avait un espèce d'effet d'annonce de je me mets en scène et je fais mon show et qui n'avait pas sa place ici. Du coup, c'était long et c'était un peu gênant. En fait, moi, tu vois, j'étais dans la salle à ce moment-là, c'est sur la prestation de Cyprien, et on sent que Iseut, elle est très engagée sur toutes les questions qui sont relatives à l'inclusion, très féministe, etc. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas été attaqué là-dessus. Oui. Mais en fait, et il n'a pas été attaqué du tout, d'ailleurs. Je suis d'accord. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début du programme, à ce moment-là de la soirée, tous les candidats qui passent ne se prennent pas de critiques vindicatives de la part du jury. Alors, il y en a eu, Thomas. Toi. Pardon, excuse-moi. Jennifer qui dit à la plupart des candidates qu'elles n'ont pas de charisme, qu'en fait, qu'elles n'incarnent rien et que les danseuses prennent toute la place. C'est violent. Même, et puis Nicoletta, j'y reviens sur ta remarque, tu dis critique vindicative. Nicoletta, elle a commencé par dire il a une magnifique voix. Il a une très belle présence et l'énergie. Elle a simplement dit elle est perdue dans la mélodie. Et c'est parti de ça. Et, pardon, mais c'est une critique qui n'est pas hors de propos et qui n'est pas vindicative en disant j'ai complètement détesté ce que vous avez chanté. C'est un avis personnel. Oui, c'est-à-dire qu'elle a le droit, en fait, quelque part. C'est ça. Et encore une fois, effectivement, déjà, c'est pas la première et c'est pas la seule ensuite à avoir fait des critiques. Et je confirme que Jennifer, plusieurs fois, a dit à Elliot notamment qui est passé en dernier ou en avant-dernier. Mais je pense que tu vois, Iseut, elle a réagi de manière épidermique et pas du coup de manière logique. C'est-à-dire que on fait une critique à mon black frère et du coup ou à mon gros frère ou tu vois et mais justement mais et en du fait, coup en fait je le prends pour moi et c'est ça qui a dérangé, c'est-à-dire qu'en fait c'est contre-productif et on voit bien que malheureusement quand on regarde le vote des jurys, quand ensuite ils ont voté, ils ont donné leurs points, malheureusement en fait c'est la seule à donner 12 points à Cyprien. Donc malheureusement. Non, c'est pas ça se trouve elle a aimé. Franchement, honnêtement, je te disais tout à l'heure, Cyprien. Mais avec une telle remarque, avec une telle réaction, on comprend qu'en réalité, il est probable qu'elle ait voté
non pas pour la qualité intrinsèque de la chanson, mais justement pour sa sensibilité sur ces critères-là, en disant « Ah bah justement, j'ai un frère, j'ai une sœur, black, gros, etc. Donc je vais voter pour ça. » Ben oui, mais en fait, c'est pas ce qu'on demande. Là, on demande quand même de jauger pour ce qui peut fonctionner à l'Eurovision. Donc oui, mais là ça m'énerve en fait. Le problème, c'est que c'est un sentiment que c'est pas vérifié. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, elle a peut-être voté. J'ai bien dit ça se trouve. Oui, c'est ça. Oui, j'en suis pas sûr. Et si ça se trouve, elle a voté parce qu'elle aimait la chanson. Mais elle a jamais parlé de la chanson en fait dans ses remarques quand elle a. Je vous rappelle qu'elle a quand même dit Tati Nacoletta, calme-toi. Je sais pas. En plus, je trouve qu'elle parle mal en fait aux gens. Donc je trouve ça pénible. Et alors je rebondis encore une fois. Elle a toujours pas compris le mode de fonctionnement de l'émission qui était déjà trop longue. Ça on l'a dit un petit peu auparavant. Au moment de la rendu des points, du rendu des points, elle partait de son commentaire de 20 secondes par chanson. 2 points et 20 secondes pour expliquer pourquoi 2 points. Non, elle n'a pas compris que c'était juste on dégrade les c'est points. que cette altercation qui aurait mérité d'être un peu plus courte. Alors après, ça faisait le show et peut-être qu'à l'antenne, on l'a laissé parce que tu vois, ça faisait un peu nouvelle star, les jurys qui s'engueulent et du coup, où sont Laurence Boccolini, Stéphane Bern et Jennifer la présidente à ce moment-là, tu vois, pour elle avait pas un petit maillet pour faire silence dans la salle. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a un moment, faut trancher parce que là, c'était à celle qui gueulait la plus forte entre Nicoletta et Iseut et c'était extrêmement gênant. Oui. C'était extrêmement gênant. D'ailleurs, Laurence Boccolini et Stéphane Bern, on les a trouvés comment ? Moi, je les ai pas vus à l'antenne. C'était un peu mou. Ah ouais ? C'était un peu mou, c'est-à-dire qu'en fait, on sentait que... je sais pas si ça... Enfin, j'imagine que c'était préparé, de toute manière, on se lance pas là-dedans sans préparation, mais c'est vrai que le candidat arrive, bon, ça va non, c'est bravo, etc., machin, on va écouter tout de suite l'avis des jurys, etc. Enfin, je sais pas, après, ça a eu du mal à démarrer, et puis ça s'est rodé au fur et à mesure de l'émission, mais oui, non, c'était une présentation... ça manquait de rythme. On se relève pas la nuit. Ah oui, ça manquait de rythme. Ça manquait de rythme. Je suis d'accord avec Vincent, c'est-à-dire que le candidat sort de scène, il arrive sur leur petit pupitre là, et c'est alors c'est bien, genre comme si on était justement entre potes sur le canapé. Enfin, on attend peut-être un peu plus des présentateurs. Un peu comme avec Danse avec les stars où ils avaient toujours une petite phrase sur la prestation qui venait d'avoir lieu. C'est vrai que ça n'existait pas sur sur cette émission. Ça se travaille quoi. Enfin, ça se prépare et comme tu disais, et on espère que ça se prépare suffisamment à l'avance, mais on doute quand on regarde ça. Alors ensuite, on va parler maintenant des audiences. 1,5 million de téléspectateurs, moins 1 million versus l'année dernière. 4e position des audiences avec 8,8% de part de marché derrière France 5. Échappée belle, très belle émission, ceci dit, Échappée belle. Mais pour un samedi soir, c'est quand même C'était le retour des vacances, les gens étaient fatigués peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai camouflet. Et c'était long. Et c'était trop long. C'était trop long. Moi, je pose la question de la com tardive. C'est-à-dire que on nous présente les candidats, 15 jours après l'émission a lieu. À quel moment, en fait, on fait se faire connaître les candidats ou l'intérêt pour le programme pour les gens J'ai pas l'impression qu'il y a eu, tu vois, des pastilles en avant-programme, de la pub, outre-mesure sur les réseaux. Parce que tu regardes pas Un si grand soleil et Plus belle la vie. Mais parce qu'ils y sont, les pastilles y étaient depuis 2 semaines. Ah oui ? Oui, parce que dans mon entourage, ma mère particulièrement, elle regarde ces émissions et voit ces petites pastilles. Donc non, en fait, la com, elle était là. Et de mémoire, l'année dernière, pour l'émission française, là où Barbara Pravi a gagné, c'était le même dispositif. Simplement, je pense que là, 1, c'est les vacances, et 2, je pense que l'actualité internationale fait qu'on a été beaucoup moins attentif et on a beaucoup moins vu cette com autour. Et quand bien même on pouvait la voir, voilà, on avait la tête totalement ailleurs. Donc en fait, voilà, on l'a pas mémorisé. Tout à l'heure, je parlais de la réflexion sur le choix du candidat, de la position du candidat dans la programmation. Là, 1,5 million de téléspectateurs, admettons qu'il y ait, j'en sais rien, moi, 10% des gens qui votent, et encore, ça fait beaucoup. Je pense que c'est beaucoup, ouais. Mais tu vois, ça limite déjà le nombre de personnes qui votent. Ça laisse plus de latitude à la production de mettre en avant ses candidatures préférées à travers déjà, les votes du jury, qui sont nécessairement, je ne peux pas croire, un peu en discussion avec la production en amont pour les votes. Enfin, tu vois, j'ai du mal à croire que le jury soit neutre, pour être très honnête avec vous.
Et après, du coup, je me dis, s'il y a moins de votants, les probabilités feront que je vais forcément arriver à orienter aussi plus facilement les votes vers les candidats qui me plaisent le plus, par une mise en scène plus fastueuse sur un numéro qu'un autre, par une position dans l'émission plus intéressante qu'une autre, etc. Ouais, ça c'est très important, l'ordre de passage, comme on le sait pour l'Eurovision, pour la finale Eurovision, même les demi-finales, l'ordre de passage joue énormément très sur le taux de succès. Il faut passer dans les 2/3 du programme. Quand tu passes trop tôt, les gens t'oublient. Quand tu passes à la toute fin, ils ont déjà un coup de cœur. Donc passer justement dans les 2/3, et c'est là où je suis plutôt d'accord avec toi, parce que Fulen passe, les Bretons passent 8e sur 12, on est pile poil aux 2/3. Et donc, il est probable qu'effectivement, il y ait un... Alors attention, ça ne change pas radicalement les résultats, mais il y a un petit avantage d'exposition au bon moment. Ça, c'est vrai que je pense qu'il y a un effet. Après, Pauline Chagne est arrivée... Pauline était avant-dernière. Ouais, c'est ça, elle est arrivée bonne deuxième. Oui, mais trop long. Enfin, oui, mais peut-être que... Tu vois, si on fait de la politique fiction, mais si elle était passée 8e et les Bretons 11e, l'écart en points serait légèrement réduit. Tu vois, c'est ça, mais ça se joue à quelques points. Ils ne pouvaient pas mettre les deux chouchous, je pense, côte à côte, sinon ça aurait fait... Ça aurait télescopé. Possible. Ouais. Ça aurait fait un tunnel, mais de bonne qualité. Mais du coup, voilà, bilan d'audience décevant pour cette Eurovision France. On se pose la question de savoir si du coup ils vont reconduire Eurovision France l'année prochaine. Oui, parce qu'en fait, je trouve que quoi qu'il en soit, c'est quand même un programme qui permet d'intéresser les gens au programme de l'Eurovision. Et moi, je défends vraiment cette chose. La sélection télévisée, il faut la garder, absolument. Et puis, pour le coup, je rebondis sur ce qu'on disait tout au début, sur la non-présence là, de Jamala en présentiel. Peut-être que justement, si France Télé avait fait cet effort d'avoir Jamala, si c'était possible techniquement parlant, mais comme l'Allemagne l'a fait la veille, on peut se douter que c'était techniquement faisable. Mais personne connaît Jamala. Alors, oui, mais... je suis pas sûr. Personne ne la connaît. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non. C'est malheureusement pas un atout marketing. En fait, oui, mais c'est là où on voit justement, vu notre épisode 7 sur l'Eurovision ringarde, ou 8, je ne sais plus. L'Allemagne, où il y a 15 millions de téléspectateurs pour l'Eurovision, Jamala, ils la connaissent. C'est pour ça, effectivement, qu'ils l'ont invitée. Parce que l'Ukraine, c'est plus près de l'Allemagne, c'est pour ça. Oui, mais peut-être qu'aussi, tu vois, il y a ça, il y a l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que forcément, si personne connaît Jamala, ils vont pas l'inviter. Mais en même temps, si tu l'invites pas, personne va la connaître. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux à France Télé qui se met en place. Là, l'émission fait des faibles audiences, donc ils vont faiblement investir l'année suivante, donc ils vont refaire des faibles audiences. Et voilà, quand tu veux abattre ton chien, tu dis qu'il a la rage. Quand j'ai vu les audiences ce matin, j'étais vraiment très déçu parce que je pensais qu'il allait avoir un effet Barbara Pravi, mais à mon avis, tu as entièrement raison. Le programme s'est fait phagocyter par l'actualité géopolitique. Vraiment. Après, The Voice a fait 4,4 millions. Enfin, tu vois. Mais The Voice, c'est un truc qui marche depuis. Oui, pour autant, quand l'Eurovision est à l'antenne, elle dépasse la finale de The Voice. Oui, tout à fait. Ouais. Après, attention, même tu vois, The Voice, samedi soir TF1, 4,4 millions. C'est pas gigantesque. Hein. Oui. Quand on le remet dans le contexte par rapport à il y a 10 ans où il y avait des primes à 6, 7, 8, 9 millions. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas TikTok ou Netflix ou autre, mais ce qui fait que justement la télé en fait de base est concurrencée aujourd'hui par des choses et justement, tu vois, c'est là que c'est dommage parce que pour moi, la télé linéaire, donc qui est la télé hertzienne qui existe depuis maintenant, elle ne tire son épingle du jeu qu'à travers l'événementiel, qu'à travers le live, qu'à travers quelque chose qui ne se fait qu'à la télé. Et typiquement, tu vois, ce genre de programme, parce que The Voice est enregistré, par exemple. Là, on est sur du live, on est sur quelque chose qui justement pourrait créer un peu une histoire télévisuelle. S'il y a un bug, s'il y a un truc, s'il y a une casserole, c'est là et c'est maintenant qu'il faut le regarder. Ils n'ont pas réussi à créer l'appétence. Et pourquoi? Je n'arrive pas à me le justifier parce que nous, on essaye justement... On a déjà acheté, nous. Oui, nous, on a déjà acheté, puis on essaye de faire en sorte que l'intérêt de l'Eurovision soit plus fort à tout le monde, en fait. On vulgarise un peu ce programme, c'est notre ambition. Donc du coup, on a notre vue un peu biaisée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on ait pu perdre 1 million de téléspectateurs en un an. Je pense qu'il y a un lien parce que avec la fameuse durée de l'émission, ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures. 3 heures. Les Suédois, je reviens à ça parce que c'est vraiment les spécialistes et vraiment, faut limite vraiment s'inspirer. Le Melody Festivalen, ça dure 1h30, top chrono. Donc en fait, les Suédois qui regardent, ils savent qu'au bout d'1 heure et demie, à la fin du processus, mais c'est 1 heure et demie par épisode chaque semaine, ils ont leur chanson, il faudrait ils ont leur gagnant. Faire 2 demi-finales et une finale de 1 heure et demie, 2 heures maximum. Mais ils ont 10 chansons en finale, simplement, oui. Simplement ça bavarde pas simplement c'est carré. En fait, c'est vraiment... comme l'Eurovision en fait. Exactement, il y a un planning, on sait par avance le format de l'émission, on sait que ça va durer 1 heure et demie. Et je rebondis aussi sur le fait, on l'a pas dit un peu tout à l'heure sur les jurys, je regrette un peu au-delà de la composition du jury,
il manque en fait des jurys internationaux. Tout à fait. Je suis il tout à manque fait des d'accord jurys avec internationaux. John Tears. Oui, Ah, mais oui, voilà, d'accord. Ouais. des vrais jurys internationaux, c'est-à-dire parce que là, on a l'impression que c'est la France qui choisit une chanson, la meilleure chanson française. Non, Il faut le tester jeu, la c'est chanson. l'Eurovision. Il faut donc- tester la chanson sur l'Europe. Exactement. Et ça avait été fait une année. Oui. Je me rappelle très bien parce que c'était l'année des divas justement, où l'Israël avait plébiscité les divas en disant genre Hello France, il faut se réveiller parce que c'est ça qui marche à l'Eurovision vraiment. Et donc du coup c'est vrai que d'avoir l'avis d'autres pays européens sur ce qui se passe au niveau de la sélection française, c'est hyper important. Ouais, c'est Hyper eux qui important. votent, hein. C'est pas les Français, on peut pas voter pour son propre pays. Donc c'est important d'avoir Après, c'est important d'avoir l'avis c'est des pas jurys un peu étrangers. pompier pyromane que demander aux pays étrangers de sélectionner notre candidat à notre place. Non, il y a pas, je te vois venir. Il y a pas On de va leur dire oui pour une grosse merde et comme ça, Y a- c'est sûr notre candidat il va. Bah, bien sûr que si. Mais non, non, il n'y a mais pas de non, complot. Thomas. Il n'y a pas de complot parce que quand on regarde par exemple, la Suède, quand elle était intervenue dans la Suède ou d'autres pays, hein, c'était unanime. Ils ont voté pour le candidat soit qui était numéro 1 ou numéro 2. Donc il n'y a pas de stratégie en disant bah, tiens, on va voter pour la mauvaise, comme ça ils vont finir 24e et nous, ça nous fera plus de chances de gagner. Non, au contraire, ils défendent l'idée que bah, il faut prendre en compte les opinions des jurys étrangers parce que c'est eux qui vont voter, c'est pas les jurys français. Si tu veux que si la chanson de je sais pas qui ait plu à André Manoukian, ben, je m'en fiche un peu, quoi. Enfin, même si ces remarques étaient pertinentes, mais c'est pas pertinent pour l'Eurovision. En fait, tu penses que le jury, limite, ne devrait pas avoir son mot à dire dans l'émission et être dans une loge en haut et qu'on avance sur le programme? Oui, alors déjà, le jury Ouais. français, enfin les 10 là, non, ils devraient pas exister. Alors, on aurait pu prendre John Tears si, pour le côté, je représente la Suisse, voilà en tant que Suisse. Et en fait, le jury est indispensable à ce programme. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la sélection française de l'Eurovision fait appel qu'à des nouveaux talents. Qu'est-ce qui fait venir les gens sur le programme? C'est de voir que Jennifer est là, c'est de voir que John Tears est là, Ouais, c'est de voir qu'il y a des têtes d'affiche qui sont présentes et qui m'intéressent à regarder l'émission. Parce que si tu me dis qu'il y a que des gens que je connais pas, bah excuse-moi, je vais aller voir The Voice, quitte à voir des gens que je connais pas, je vais aller voir un programme que je connais. En fait, c'est ça le truc. Alors, dans ce cas, il faut T'es faire un obligé. mix. Il faut faire un mix 5 qu'on connaît et 5 jurys étrangers. Enfin, faut trouver Oui, une mais en tout formule, cas, la mécanique, il faut qu'elle se faut trouve qu'elle différemment. s'européanise pour correspondre au fonctionnement de l'Eurovision. Pour revenir sur la longueur après de l'émission, il ne faut pas oublier qu'ils font exprès de faire traîner pour attendre que The Voice termine, pour que les gens arrivent sur l'émission au moment où on annonce le candidat Les gagnant, faces. afin de lui donner une aura plus Mais est-ce que les gens facile, n'ont pas éteint la télé une fois que The Voice était terminé? L'histoire montre que généralement c'est ce qui se passe à l'Eurovision classique. Globalement, au moment de la diffusion des points, tu as tout un tas d'audience qui revient des autres chaînes pour voir justement où on se situe au niveau du score. Donc je pense qu'ils reproduisent ce schéma-là. Surtout depuis le nouveau format depuis 2016 où jusqu'au bout du rendu des points, on ne sait pas qui va gagner. Alors en parlant du rendu des points et globalement sur l'émission, il y a eu beaucoup de bugs techniques sur la production et je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens soit aient décidé de zapper parce qu'ils trouvaient que les bugs pouvaient être pénibles, mais il y avait beaucoup de problèmes d'overlay. Au niveau des points, il a été affiché que Alvan gagnait avant que ça ait été annoncé par Bern. Ouais. Enfin, c'était pas clair. C'était pas propre. Les plans de caméra étaient. Il y a eu beaucoup de plans de caméra qui filmaient des pieds, des angles et tout. J'en parlais déjà en Il y a du taf. On sent que ça a été fait rapidement. On sent qu'il n'y a pas eu de travail, de répétition suffisant. Et puis même quand tu entends que les candidats découvraient leur scénographie 48 heures, 24 heures avant de passer sur scène. Mais voilà, ça tient pas la route. Là où par contre The Voice TF1, le produit, alors moi je suis pas fan de ça, mais le produit il est extrêmement bien filmé. Mais c'est un produit qui est bien monté. Oui, il existe dans tous les pays. C'est une franchise. Mais l'Eurovision aussi, dans l'absolu. Oui, pas l'émission de sélection, tu vois. Enfin. Ça fait 4-5 ans quand même à France Télé, au bout d'un moment, si t'apprends pas d'une année sur l'autre. Il y a quand même une année creuse avec Tom Leb. Alors oui, il y a une année creuse où il n'y a pas eu de sélection, mais les 4 années précédentes, ils ont oublié. Genre, on repart à zéro à chaque fois. Donc là, on a l'impression effectivement que c'est le spectacle de fin d'année d'une kermesse d'une école. Oh, t'es violent, franchement. Ça fait un peu, ça manque de professionnalisme. Je trouve vraiment le bilan global. Mais peut-être que France fais. Télé ne sait faire que la chance aux chansons et le plus grand cabaret du monde. Et voilà, et pas à destination Eurovision. En tout cas, en télécrochet, l'histoire nous a montré, notamment à travers The Artist, que c'est vrai que France Télé ne sait pas faire à date. Elle n'a pas réussi à trouver la formule magique qui arrive à capter l'audience. Oui, Quentin. Ça, c'est intéressant parce que ils avaient un partenariat avant avec ITV Studio qui avait créé le format Destination Eurovision.
Et depuis 2 ans, depuis 2 ans, c'est France Télé en interne qui produit le show, qui produit le spectacle. Donc il y a peut-être aussi, il faut peut-être se poser la question chez France Télé. Ils ont peut-être fait des économies en ne payant plus un prestataire ITV. Mais en même temps, s'il fait mieux l'émission, au bout d'un moment, faut peut-être payer la qualité aussi. Eh ben écoute, en tout cas, moi j'ai pas boudé mon plaisir. C'était un très bon moment de divertissement hier soir pour moi à suivre. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'audience sur le programme pour la notoriété de l'Eurovision. En tout cas, on soutiendra Alvan et Aez avec passion jusqu'au mois de mai à Turin. Et Pauline Chagnon, on t'aime. Voilà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes, à vous abonner à 12 points le podcast sur Instagram, sur Twitter, interagissez avec nous. On est là, on est présent. Quentin, Vincent, merci beaucoup. Merci Thomas. Vincent, merci Thomas. La sélection continue. Bientôt commence l'American Song Contest. Encore beaucoup d'actualités dans le podcast à venir. Oh oui, on va essayer de vous proposer du contenu brûlant. On vous retrouve très vite. Merci à tous, merci à toutes. Et puis, je vous propose de nous quitter en musique avec Alvan et Aez. Exactement. Allez, gros bisous tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Con non c'è una pala. Craze Andy Guaden et danse à Fulham.